Alain Ehrenberg, et pour la présentation de ton livre, un livre intitulé La mécanique des passions, cerveau, comportement, société, qui est un livre extrêmement détaillé, extrêmement informé, extrêmement précis aussi. Et il repose, ça sera ma première observation, on a décidé de procéder comme ça par observation, diraient les juristes. Première observation et qui est majeure, c'est de prendre les neurosciences au sérieux, on n'a pas d'autre choix d'ailleurs à vrai dire, mais d'interroger d'emblée leur postulat. Ce qui est beaucoup plus rarement fait parce qu'elles s'annoncent, elles se présentent comme des sciences, et comme des sciences qui transcendent des distinctions qui étaient jusqu'à présent fondatrices pour nous, comme celle entre le cerveau et l'esprit, comme celle entre la nature et la culture, le biologique et le social. Alors tu parles d'un changement de climat, c'est un autre changement climatique qui affecte notre époque, mais qui est absolument majeur parce qu'il repose sur des postulats véritablement bouleversants. Ce livre s'inscrit aussi, tu le dis au début, et pour ceux qui t'ont lu, c'est très, très apparent, c'est-à-dire la continuation des présents livres sur, dans le fond, qui sont une réflexion sur l'individualisme. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le projet et sur la continuité dans ce travail sur l'individualisme? Oui. Merci Antoine. Oui, tous les livres que j'ai écrits sont toujours à deux niveaux, c'est-à-dire ça traite d'un certain problème tout en traitant en même temps d'une facette de l'individualisme. Disons, dans ce livre, oui, je suis parti de l'engouement à l'égard des neurosciences cognitives, c'est-à-dire les neurosciences cognitives, définissons-les rapidement, c'est-à-dire c'est l'association entre les sciences du cerveau, neurosciences, et cognitives, ce sont essentiellement les psychologies comportementales et cognitives dans toute leur variété. Et donc, les neurosciences bénéficient au fond d'un engouement dont la psychanalyse avait déjà bénéficié il y a 30, jusqu'à il y a 30 ou 40 ans, bon, plutôt une trentaine d'années. Et c'est ça qui m'intéressait, mais parallèlement à ce déplacement d'intérêt de nos sociétés, il y a en même temps un changement dans les manières d'agir et de vivre en société. Quand Freud est mort, Auden, le poète britannique, a écrit un poème In Memoriam où il disait que Freud était, au fond, représentait tout un climat de l'opinion. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les neurosciences cognitives incarnent un tel climat de l'opinion, c'est-à-dire il y a des attentes très fortes à leur égard. On estime qu'elles peuvent résoudre toute une série de problèmes, bien entendu dans la psychopathologie, mais aussi dans les politiques publiques, particulièrement ce qui concerne l'éducation. Bon, tout le monde a vu qu'à partir au début de cette année, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a beaucoup mis en avant Stanislas Dehaene, donc qui est le successeur de Changeux au Collège de France, etc., etc. De toute façon, les psychologies cognitives sont souvent des psychologies de l'apprentissage et utilisées à l'école. Donc ce changement de climat, je peux le résumer de la manière suivante. Je dirais que si la psychanalyse confronte l'homme à ses limites, au fond, pour qu'il se confronte à ce qu'il en est de son désir, les neurosciences cognitives invitent plutôt à dépasser les limites. C'est pas tout à fait le même imaginaire. Alors bien sûr, il y a des affrontements, et il y a des affrontements entre les approches psychanalytiques et les approches neuroscientifiques, mais je pense qu'il ne faut pas les mettre tout à fait au même niveau. Donc c'est pas le même imaginaire. C'est plutôt des idéaux. Les neurosciences cognitives, ce sont plutôt des idéaux d'action, je dirais. Et peut-être pour continuer un tout petit point sur la comparaison entre psychanalyse et neurosciences, sciences cognitives,
je dirais que, au fond, la psychanalyse, je pense, disons, je me réfère au travail que j'ai fait avant la Société du malaise, où j'ai étudié les déplacements d'intérêt d'Oedipe à Narcisse en France et aux États-Unis. Et je dirais qu'à travers la figure du narcissisme, il me semble que ce que la psychanalyse offre, c'est une mise en forme de nos inquiétudes sociales. Hein. Sur leur terrain français, le narcissisme vient, disons, incarner la question pouvons-nous vivre ensemble, hein. Aux États-Unis, c'est la crise de la self-reliance. Chacun peut-il encore compter sur lui-même? Les neurosciences, elles, offrent des figures de l'action. C'est tout à fait différent. Hein. Donc, ce n'est pas l'inquiétude. Et que nous disent-elles de nous-mêmes? Parce que ici même, la semaine dernière, on parlait de la culture du narcissisme et du travail de toute l'œuvre de Christopher Lasch, qui reste un auteur très très important aux États-Unis. Et la self-reliance, il y a quelque chose, on y reviendra plus tard dans la discussion, il ne faut pas trop se hâter, mais quelque chose de très américain. Il y a une inquiétude très américaine derrière. Alors, tu dis, là, il n'y a pas, en t'appuyant sur Durkheim, en disant il n'y a pas de science possible sans des représentations sociales, et sans des représentations sociales qui renvoient à un certain état de l'opinion, à certaines inquiétudes, à certaines aspirations aussi. Comment tu qualifierais celles qui sont le soubassement en quelque sorte de ce désir de scientifiser notre comportement? Oui, la popularité, puisque en fait je me réfère à Durkheim dans l'introduction, et je suis une de ces... Enfin, la façon dont il voit les choses, c'est-à-dire l'idée que, au fond, les concepts... C'est pas parce que des concepts scientifiques sont vrais, c'est pas parce qu'ils sont vrais qu'ils sont crus. Il faut que les résultats, la conceptualisation rencontrent des représentations collectives générales de l'homme en société. Donc c'est ça évidemment que j'ai essayé de faire. Alors ce qu'elles disent de nous, peut-être on peut partir au fond du grand message des neurosciences cognitives. Je dirais que son grand message, c'est que le cerveau dispose toujours de ressources pour que l'individu se sorte, y compris des pires situations. Hein, des pires situations. Et évidemment, ce type de message, ce grand message, est tenu dans un type de société qui est au fond imprégné par les idéaux de l'autonomie, des idéaux capacitaires, et des idéaux qui reposent sur le développement le plus large possible des capacités humaines. Donc il y a un environnement dans lequel ce discours se déroule, et qui évidemment en fait la force. Hein. C'est pas, en fait la force. Cet environnement en fait la force. Et donc voilà. Oui. Tu emploies une expression qui résume, je crois qu'il résume bien et d'ailleurs on pense aussi à la fatigue d'être soi, sur ce passage de la limite et de la culpabilité à la capacité, cette transformation fondamentale. Et tu as cette expression qui est véritablement je crois un concept, une idée centrale de ce livre. Si tu dis, alors tous les mots sont importants, c'est le mythe de l'héroïsme du potentiel caché. L'héroïsme ou l'idéal du potentiel caché. Oui, ce que je dis. Alors revenons à l'idée de ressources, parce que ce grand message, hein, en fait, il repose sur un concept biologique que l'on voit partout, et qui est la plasticité cérébrale. Hein. Vous voyez en permanence dans la presse, et qui prouve que le cerveau est capable de tout. Mais en réalité, il s'agit, je dirais, d'une idéalisation de la biologie, d'une certaine manière, c'est-à-dire le concept de plasticité cérébrale, au sens biologique, a des significations bien plus restreintes que l'idée qu'on peut, au fond, se transformer soi-même sans limite, puisque la plasticité cérébrale en est la preuve. Alors, ce que je dis, c'est que, puisque j'en arrive
l'héroïsme ou à l'idéal du potentiel caché. Ce que je dis, c'est que, au fond, peut-être qu'il faut que je revienne avant un détour sur la démarche, c'est-à-dire ce que je cherche à comprendre à travers, enfin, en partant de l'engouement à l'égard des neurosciences cognitives, c'est, je pense que, au fond, il faut sortir d'un certain nombre de débats que j'essaye enfin, de contourner. Il me semble qu'il y a deux débats qui ne sont pas bien posés. C'est le débat nature-culture et la question du réductionnisme. Puisque les neurosciences cognitives donc prétendent mettre fin au dualisme corps-esprit par un monisme à base matérialiste. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'opposition nature-culture, disons pour les biologistes qui développent ce que j'appelle le programme fort des neurosciences cognitives, c'est-à-dire qu'on peut essentiellement expliquer l'homme à partir de son cerveau, le reste n'est pas nécessaire, en quelque sorte, ne relève pas de la nécessité. Je viens de me perdre là. Et l'autre, c'est le réductionnisme. Oui, et donc les uns le résolvent dans le biologique, les autres dans la culture, enfin nous, les sociologues par exemple. Le réductionnisme, c'est, disons, par rapport au réductionnisme des neurosciences cognitives, tout est dans le cerveau, avancer un anti-réductionnisme sociologique ou psychanalytique. Et bon, ça serait, pour reprendre une formule de Wittgenstein, opposé à une mythologie, une contre-mythologie. Et par ailleurs, toujours cette idée de Durkheim, les concepts, il ne suffit pas qu'ils soient vrais pour être crus. Les résultats scientifiques ne suffisent pas. Les neurosciences démontrent que ça ne suffit pas à expliquer une popularité. Donc, ce que je dis, c'est que les neurosciences, au fond, elles ont, et que donc le problème du biologique et du social n'est pas du tout le problème. Je pense que les neurosciences ont acquis une autorité morale qui résulte de la rencontre entre un idéal très puissant de nos sociétés, disons, où l'autonomie est la condition, et le concept biologique de plasticité cérébrale, du moins avec son usage étendu. J'appelle ça l'idéal du potentiel caché. C'est quoi, au fond? Le potentiel caché, c'est l'idée que chacun peut obtenir des accomplissements dans la vie, non seulement quel que soit le mal qu'il atteint, mais peut-être plus encore grâce à lui. Et au fond, il y a une figure d'identification qui est assez, si on voit l'histoire récente sur les 30 dernières années, tout à fait étonnante, c'est la figure de l'autiste. La figure de l'autiste donc de haut niveau, qui donc à la fois des handicaps majeurs et des atouts majeurs. Et c'est celui qui est capable, voilà, de convertir ces handicaps en atouts. Et ce que je dis, c'est que l'idéal du potentiel caché, c'est un idéal extrêmement ordinaire, mais ordinaire et très puissant, qui travaille les comportements et les esprits. Et le potentiel caché, c'est au fond la forme, pour moi, c'est la forme sociale par lesquelles des populations diagnostiquées comme handicapées, psychiatriques, déviantes, prises en charge dans des institutions que le sociologue Erving Goffman a appelées il y a 60 ans des institutions totales, puisqu'elles prennent en charge la totalité de la vie des individus, la forme sociale par laquelle ces populations sont rentrées dans la modernité individualiste, c'est-à-dire sont devenues des individus avec leurs particularités, mais sont rentrés dans ce monde. Voilà. Oui, c'est-à-dire que il n'y a plus de déviance à proprement parler, il y a plus de la distinction normale pathologique est elle-même affectée, parce qu'on parle de neurodiversité, avec cette idée que je trouve très intéressante parce qu'on va retrouver tout ce que tu décris à propos des neurosciences et de la neurobiologie dans d'autres domaines, et avec souvent un vocabulaire commun d'ailleurs, un vocabulaire commun, les ressources, l'idée d'une conversion. L'idée d'une conversion des passions, quoi.
et que le propre d'une institution, c'est plus d'imposer un savoir extérieur et normalisateur, qui était la grande hantise notamment de Foucault, de ce savoir orthopédique, mais plutôt vous avez vous-même le capital pour vous transformer. Et le rôle de l'institution, c'est d'aider à cette conversion, à cette exploitation, pour vous adapter à un environnement. Il y a quelque chose il y a une redéfinition aussi de la nature derrière cette idée du potentiel caché. Oui. Alors, ça dépend. On peut revenir sur la nature à ce moment-là. Je sais. Parce que justement, les neurosciences cognitives prétendent résoudre le problème nature-culture dans le biologique. En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs naturalismes. Mais au fond, peut-être faut-il partir disons, des caractéristiques de ce que disent les neurosciences. Quand on regarde la littérature, c'est-à-dire les papiers scientifiques, les ouvrages grand public, peu importe, ce qu'on peut constater, c'est qu'au fond, on s'interroge vraiment tout à fait exceptionnellement sur le sens de l'existence dans ces papiers. On s'adresse plutôt à un sujet pratique qui a des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, qu'il soit dans le domaine pathologique ou qu'il s'agit, disons, d'échanges monétaires, et donc doit ajuster des moyens des fins. Donc, ce que je dis à partir de là, c'est que les neurosciences cognitives sont finalement une science de l'action. Elles ont une anthropologie de l'action qui est implicite. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est le fait qu'il s'agit d'une approche scientifique et donc fondée sur la nature. Alors, c'est là qu'il faut élargir la focale, à savoir que la question de la nature ne se réduit pas ou ne se résume pas plutôt à la question des bases biologiques de la pensée, du comportement de l'être humain de manière générale. La question de la nature, à la suite de la révolution newtonienne, et ça se voit surtout dans le domaine britannique, la question de la nature, c'est aussi la régularité des phénomènes observés, donc, puisque Newton observe des choses qui se répètent, hein, c'est une mécanique. Hein. Donc, c'est donc la régularité des phénomènes, et donc leur prévisibilité, leur fiabilité. Or, et ça imprime toute la grande philosophie morale anglo-écossaise ou britannique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'empirisme. Moi, je ne suis pas du tout empiriste, hein, mais ce qui est intéressant, la façon dont j'ai vu les choses, c'est de prendre l'empirisme comme l'expression d'une sensibilité collective et d'une facette de l'individualisme qui est née de manière privilégiée en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, disons par rapport à l'Allemagne ou à la France, c'est-à-dire au fond c'est une société, suite à la révolution financière, les débuts du capitalisme, etc., au fond, une grande crainte, pour résumer les choses un peu caricaturalement, c'est que la société soit débordée par les passions. Hein. Parce qu'il faut bien se comprendre qu'on n'est pas, enfin, vers des années 1730, 1740, on n'est pas dans l'idée d'un capitaliste avec un calcul rationnel. Non, justement, tout ça est en train d'arriver, ce qui suscite toutes sortes d'inquiétudes. Donc la question des passions, elle est tout à fait centrale. Et la question de la nature, il faut se tourner vers Hume pour ça. Parce que pour Hume, la nature, c'est ce qui ne dépend pas des volontés humaines. C'est-à-dire c'est qui se répète régulièrement. Fondamentalement, pour Hume, la nature, c'est de la régularité. Hein. Et autour de la mise en forme, disons, de la régularité, ce qu'on peut voir se dessiner, je pense, à travers ça, ce sont des idéaux sociaux, à travers les concepts philosophiques, qui sont des idéaux de régularité, de confiance. Hein. La morale de Hume, c'est une morale du ce que je veux. Hein. Ce n'est pas la morale kantienne qui est une morale de ce que je dois. Hein. Donc on n'a pas affaire tout à fait à la même facette de la modernité. Donc ça, c'est un premier point.
Et un deuxième point, c'est justement cette question que tu as soulevée de la conversion des passions. Hein. Bon, comme beaucoup de philosophes, ils pensent que la raison ne peut rien contre les passions, seule une passion peut convertir une autre passion. Donc c'est cette idée que donc une passion négative peut être convertie en une passion positive. Et l'un des éléments qui est avancé par Hume, c'est l'idée de répétition. L'idée d'exercice qui facilite l'action. Hein, c'est écrit comme cela. Et donc, on a un couple exercice-aisance. Il s'agit en quelque sorte de mettre l'homme à l'aise. On est encore une fois dans une morale de ce que je veux, du bien-être, même si je ne sais pas si le mot est prononcé, si welfare doit être prononcé à l'époque. On est donc, et le couple exercice-aisance est là. Maintenant, si on se replace, on met ça dans la perspective. Donc, c'est de là que viennent les idéaux de régularité, l'homme fiable. Et si on place ça dans l'histoire des psychologies cognitives et comportementales, donc à partir en gros de 1900 jusqu'à aujourd'hui, les neurosciences cognitives, l'idée d'exercice est tout à fait centrale. Exercice, apprentissage pour changer d'habitude. Donc, et on est tout à fait au niveau du sujet pratique. Le sujet pratique n'est évidemment pas nécessairement le tout de la thérapie et des problèmes psychopathologiques, etc. etc. Mais c'est sous cet angle que ces disciplines, disons, abordent les choses. Donc c'est au cœur des psychologies scientifiques du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors ça se complexifie, il y a une histoire riche, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, et ça on peut passer à la sociologie, c'est qu'on a affaire à des formes de régulation des conduites qui ne font pas appel à une autorité supérieure et le moins possible à la volonté individuelle. Et ça a de la valeur aussi dans nos sociétés. Hein. C'est-à-dire on a affaire à disons, une sensibilité collective ou à des idéaux qui voient la socialisation par des mécanismes ou par des automatismes, par exemple le concept de main invisible, hein, comme quelque chose qui a ou de nudge. Alors aujourd'hui, dans l'économie comportale d'aujourd'hui, donc on est deux siècles après Smith, c'est tout à fait... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de comparer, on voit là la façon française et la façon britannique de faire société. C'est-à-dire, pour Hume et Smith, on fait société en convertissant des passions. Pour Rousseau, en obligeant une volonté libre, parce que seule une volonté libre peut être obligée. Donc, on est là totalement dans d'ailleurs les malentendus franco-britanniques. Hein. Et Smith, dans un texte, compare le ressort de la montre britannique, qui est indifférent aux effets qu'il produit, au jeu d'échecs français où les choses doivent arriver en conscience. Hein. Évidemment, nous décidons pour Rousseau en conscience de ce que nous mettons dans le contrat social, etc. Donc, c'est deux façons. Et donc, par rapport aux idéaux d'autoréflexion qui caractériseraient l'individu moderne ou le sujet moderne, si on pourrait faire le tropisme philosophique de sujet, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Notamment, puisqu'en France, on a eu pas mal de polémiques qui se sont arrêtées, mais c'était plutôt la première décennie dont et nous avons aussi polémiqué un peu dans l'esprit avec les neurosciences, etc. Par rapport à la façon française de voir, au fond, toutes ces pratiques comme du dressage comportemental, je pense qu'on peut enrichir la vision des choses. Voilà. Bien sûr, parce qu'on est quand même frappé par la convergence du modèle économique, du numérique et des neurosciences qui semblent nourrir par des aspects différents cette mise en système, tu parles de mécanique des passions, mais cet ajustement généralisé, et on est frappé de cette... Même dans le langage, il y a énormément de bonheur d'expression dans le livre, justement pour exprimer ces passages de plus en plus visibles et revendiqués d'ailleurs, avec cette immense nouveauté qu'a été l'imagerie médicale numérisée, l'espace numérisé, le cerveau comme un ordinateur finalement. Plutôt l'ordinateur comme un cerveau. En fait, c'est plutôt ça. Oui, il y a bien entendu oui, parce qu'il y a une histoire, comment dire,
puisque, enfin, ce que je fais dans le bouquin, c'est il y a le substantif neurosciences et l'adjectif cognitif. L'adjectif cognitif, à partir de là, en démarrant justement du XVIIIe siècle écossais, je fais une histoire des contenus de cet adjectif jusqu'aujourd'hui, mais il y a le substantif neurosciences, parce qu'il faut aussi un cerveau qui corresponde à cela. Et donc, ce que je fais, c'est que j'étudie en gros le cerveau entre 1950 et aujourd'hui, et ce que, en 1950, on a affaire à un cerveau qu'on pourrait appeler un cerveau réactif, c'est-à-dire un cerveau qui réagit aux inputs. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la neurophysiologie, mais à partir, en gros, vers 1980, c'est déjà là, c'est-à-dire juste avant que l'imagerie cérébrale se développe vraiment fortement dans les laboratoires, on a affaire à un cerveau qui est plutôt agent, c'est-à-dire qui agit sur le monde. Pour cela, il a fallu trouver un certain nombre de mécanismes sur lesquels je ne vais même pas évoquer parce que il faudrait rentrer dans des détails techniques qui ne sont peut-être pas utiles. Et l'imagerie cérébrale, oui, ce qu'elle a permis évidemment d'ajouter, c'est, selon la métaphore des neuroscientifiques, c'est le cerveau en action. C'est-à-dire qu'on voit le cerveau travailler. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que ce sont les psychologues qui rentrent dans le laboratoire de neurosciences, en gros avec le PET scan au début des années 80, puis l'IRM plus tard, et élargissent la focale, c'est-à-dire on ne s'intéresse plus seulement à la pathologie, mais on s'intéresse aux comportements normaux et aux émotions normales. Donc il va y avoir aussi une inflexion à partir de ce moment-là, imagerie et entrée des psychologues dans le laboratoire. Il y a également, j'ai encore deux observations avant d'ouvrir le débat, parce que il y a énormément de choses à dire. Moi, ce qui m'a frappé, alors on a parlé de l'influence anglo-saxonne, cette présence. Tu as beaucoup parlé de l'Angleterre et de l'Écosse. Il y a quelque chose de très américain, cette référence à Emerson, la self-reliance. On peut compter que sur soi, et c'est un idéal de société, de société dans laquelle on peut. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, l'expression, je trouve ça. Tu parles des représentations, des évolutions des sociétés démocratiques. Ce qu'on voit, c'est que ça devient les neurosciences et les sciences cognitives et comment dirais-je, ce recours au numérique devient un véritable mode de gouvernement. Même s'il ne faut pas le réduire à ça, mais comme on voit en Chine, qui n'est pas du tout une société démocratique, et il y a le programme de gouvernement passe par le bien-être et une sorte de maîtrise neurobiologique, comment dirais-je, administrée, quoi, des populations. Ça, c'est une première observation. Alors, deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, on terminera par là, c'est une représentation du mal. Tu emploies le mot à la fin du livre, disant que les neurosciences se représentent à la fois numériquement, scientifiquement, mais philosophiquement le mal, et en offrant en même temps un remède au mal. C'est quand même une ambition extraordinaire de la part des neurosciences. C'est une audace qui est surprenante de voir ce terme apparaître à la fin de ton livre. Oui, mais enfin le mal, c'est quand même au sens des mots, pas au sens, disons, pas du tout, c'est pas du tout au sens métaphysique. Non, je crois que les pratiques que mettent en œuvre les neurosciences cognitives sont essentiellement des pratiques tournant autour de l'exercice, de l'entraînement, mais qui peut être extrêmement sophistiqué. On n'est plus simplement dans le conditionnement. Stimulus-réponse des débuts du capitalisme. Il y a une véritable sophistication. Oui, alors c'est une histoire américaine. Oui. C'est une histoire qui commence, disons, avec la philosophie morale ou la philosophie des passions écossaises, et qui se poursuit essentiellement dans le monde anglo-américain, c'est-à-dire ce sont ces idées-là. Bien entendu,
tu réévoques la question de la self-reliance. La self-reliance n'est pas seulement un concept américain. La capacité à compter sur soi est un idéal assez commun. Mais les États-Unis lui donnent une place que nous ne lui donnons pas en France, où les choses sont un peu différentes. Et ça arrive à s'universaliser grâce à la science. Voilà, c'est-à-dire que ce que la science apporte, c'est pas une argumentation morale, ce sont des preuves. Alors ensuite, bien entendu, il faut rentrer dans le détail des preuves, parce qu'on constate, par exemple, si on regarde les papiers scientifiques par rapport à des ouvrages grand public ou des entretiens, etc., les papiers scientifiques sont toujours très prudents. Voilà, il faut continuer à faire des études pour prouver que... Mais sinon, il y a le ton affirmatif est très très fort dans les ouvrages, que ce soit déjà celui de Changeux en 1983, hein, c'était l'homme neuronal à 35 ans, et c'est extrêmement affirmatif sur la possibilité de comprendre l'homme à partir de son cerveau, le reste, encore une fois, n'étant pas nécessaire, le reste étant même expliqué par le cerveau. Hein. Et donc, le fait que l'homme vive en commun, hein, et qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui naissent de ça, ce qu'on appelle le social, bon, voilà, est laissé dans un... Mais, en même temps, ce que je dis, c'est que les neurosciences cognitives ne nient pas le social, ce qu'elles en emploient la version écossaise, en quelque sorte. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, puisque tout à l'heure tu as évoqué nudge, nudge donc ça veut dire coup de coude, et vous savez peut-être que en 2017, le prix Nobel d'économie a été attribué à un économiste qui s'appelle Richard Thaler, auteur d'un fameux nudge, traduit en France sous le titre, j'ai oublié sous quel titre il a été traduit en France. C'est possible qu'on ait gardé Nudge. Et moi, ce que je dis, c'est en fait, c'est un prix de neurosciences sociales. Hein. C'est-à-dire, c'est toutes les neurosciences du comportement, neurosciences affectives, etc. Et Nudge reprend un peu cette idée du ressort de la montre, hein, en quelque sorte, qu'il suffit de peu de choses pour avoir des effets massifs, adaptatifs. Merci beaucoup.